Il fallait trouver que l'astrologue devait essayer de trouver un profil psychologique, et même l'individu, le psychiatre aussi, et ça a été extrêmement intéressant, et ça n'a absolument rien donné en faveur de l'astrologie. C'est la seule étude qui a été faite. Alors, la science ne fonctionne pas comme ça, hein. Ça fonctionne par induction-déduction. Hein. Je vais passer là-dessus parce que vous connaissez sûrement, vous tirez des conclusions générales à partir d'observations. Ensuite, hein, vous faites des expériences particulières, et vous essayez toujours de tourner, de boucler quelques observations, conclusions générales, de nouvelles observations, on raffine les conclusions générales, etc. Voilà. Donc vous avez besoin d'une théorie, il faut une théorie. Ensuite, vous définissez, grâce à cette théorie, des expériences, vous obtenez ces expériences avec des faits d'observation, vous nourrissez la théorie, et ainsi de suite. C'est un cycle permanent. C'est quelque chose qu'on ne retrouve évidemment pas dans la pratique astrologique, et même d'ailleurs dans le ressenti des gens. La plupart des gens qui se achètent régulièrement les prédictions de Madame Tessier sans même prendre la peine de regarder le livre qu'elle a publié l'année d'avant pour voir s'il y avait ou pas, enfin, quelle était la proportion des prédicats qui avaient été vérifiés. Quelque chose de très, très classique. Voilà. Donc ça, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je vous le conseille, très intéressant. Où il dit d'ailleurs, le véritable but de la méthode scientifique est d'être sûr que l'on ne s'imagine pas connaître ce qu'en fait on ignore. Je vous conseille ce livre, c'est passionnant, c'est un livre qui est paru dans les années 70 à peu près. Voilà. Alors, donc, c'est pas du tout le cas de la pratique astrologique, qui est déductive, évidemment, et qui ne remet jamais son postulat de base, mais qui surtout jouit d'un grand nombre de paramètres pour interpréter un individu. C'est ce qu'on appelle la polysémie. Vous avez d'ailleurs, par exemple pour Saturne, c'est un astre qui bouge très très lentement, donc il y a un fait d'observation là. Comme c'est un astre qui bouge très lentement, les anciens s'étaient dit, il représente finalement la sagesse. Il représente un dieu qui symbolise la sagesse et qui symbolise aussi le temps qui passe. Et donc, qui symbolise effectivement le retour des générations. C'est 25 ans. Entre 25 et 29 ans, le retour de Saturne au même point dans le ciel. Donc c'est vrai que ça évolue très peu, même au cours d'une vie. La position de Saturne ne nous influence pas tellement. Le changement de position de Saturne ne change pas tellement le cours de nos vies. Donc ça a une importance particulière. Mais en même temps, Saturne, c'est aussi l'imbécile, celui qui va lentement, celui qui se... Voilà, c'est celui qui n'est pas très intelligent, qui a à la fois la sagesse et l'imbécile. Donc selon que vous utilisez l'un ou l'autre des termes dans votre grille de lecture, vous pouvez obtenir effectivement entre deux horoscopes identiques des interprétations différentes d'un astrologue à l'autre. Vous n'avez pas du tout un terme d'interprétation, mode d'interprétation identique. Voilà. Alors, ça c'est ce vaste domaine d'application est permis par l'astrologie dans la mesure justement vous avez introduit l'homme, c'est une boîte noire dans laquelle vous mettez l'homme d'un côté, et donc si vous secouez, vous aurez l'homme de l'autre côté. Et vous avez toute une série de prédictions diagnostiques qui sont relativement qualitatives, mais surtout qui sont peut-être des flous. Il y a toujours une possibilité de justifier une erreur, ou de justifier que ça ne s'est pas passé comme ça. Je n'ai jamais entendu ni vu un astrologue admettre qui s'était trompé. Il y a toujours un moyen d'expliquer que les choses se sont passées autrement parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, mais il y a beaucoup de rétro-action et de rétro-prédiction en astrologie. Voilà. Autrement dit, ce n'est pas réfutable. La notion de réfutabilité est une notion très importante en science. C'est la possibilité, lorsque l'on fait une théorie scientifique, d'être capable d'inventer un mécanisme pour dénoncer, pour combattre, ou pour réfuter cette théorie. Et ça, c'est une méthode qui s'est manifestée extrêmement comme étant très utile et permettant à la science d'avancer très très vite, ce qui n'est pas absolument pas le cas de l'astrologie.
Voilà. Alors, quel est le dernier point? Pourquoi l'astrologie est-elle aussi, bien que le rôle de la science et de l'astrologie est très différent, on le sait, ce qui est étonnant, c'est le succès de l'astrologie aujourd'hui. Pourquoi est-elle aussi vivace? Tout en ayant évacué la pensée magique, bien que la science ait abandonné la spéculation métaphysique, voilà, ça c'est la science, eh bien, elle a aussi, malgré tout, même si elle a mené une analyse critique de ses outils, il y a aussi, évidemment, l'aspect noir de la science, l'aspect négatif, et ça c'est quelque chose qui a été responsable de ce qu'on appelle une perte de sens, qui a été soulignée par le sociologue Max Weber. On a nommé désenchantement de la science, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit ce phénomène, on le constate tous les jours, que ce soit à propos des OGM, que ce soit à propos du nucléaire, que ce soit à propos de la pollution, que ce soit à propos de l'environnement. Les retombées technologiques de la science, non pas la science en tant que mode de connaissance, posent problème à la pensée scientifique elle-même. Et là, il y a évidemment la porte ouverte à toute une série de contre-courants qui dénoncent de contre-courants parascientifiques, des pseudosciences, et ça a toujours été vrai. À chaque fois que la science s'est développée et a fonctionné d'une manière assez positive, et bien, il y a toujours eu une sorte de pensée périphérique visant justement à dénoncer et à mettre à mal cette position dominante de la science. Ce relativisme-là, dont je vous parle, c'est le relativisme post-moderne, et qui, vous avez vu d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a eu le problème, c'est difficile de parler de Bogdanov ce soir, peut-être, mais on a eu un problème, une difficulté il n'y a pas très longtemps, un collègue qui a été mis en cause dans sa pensée scientifique même, parce qu'elle a montré que la position de journalistes pseudo-scientifiques, en l'occurrence les Bogdanov, ne correspondait pas à la manière scientifique et rigoureuse de penser la cosmologie aujourd'hui. Eh bien, ils ont été quand même condamnés devant un tribunal, tout simplement parce que les méthodes de la science n'ont pas pu s'exprimer et être invoquées devant le prétoire de manière correcte. Et là, on voit bien que dans ce cas-là, eh bien, la pensée scientifique est comparable à toute autre opinion. Toutes les opinions se valent. Donc les phénomènes sont traités avec une posture qui est une affaire d'opinion et non pas une affaire d'expert. Voilà. Ça, c'est la situation aujourd'hui à laquelle on assiste. Le relativisme dit postmoderne. Voilà. Et le problème de l'astrologie, évidemment, et je crois que ça c'est la faille dans laquelle l'astrologie s'engouffre, hein, c'est de se présenter sous une apparence rationnelle, pseudo-rationnelle, l'utilisation des ordinateurs, l'utilisation de techniques de plus en plus précises et sophistiquées, voilà, éphémérides en particulier, c'est nous qui leur fournissons les éphémérides, enfin, ils existent, ils sont publiés dans la nature évidemment. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment très, très problématique parce que c'est une technique, c'est vrai, mais une technique ne font pas de science. On peut faire des choses très compliquées et complètement fausses. Voilà. Donc, ce n'est que, voilà, c'est un paradoxe de plus et extrêmement difficile pour le public de comprendre, de voir en quoi cette astrologie apparaît comme ça techniquement complexe. On a un peu une sorte de position dominante et surplombante, parce qu'on est astrologue, on a l'air de savoir. Hein, le patient vient consulter avec humilité, avec une attente, avec une demande, et l'autre est à une position de sachant. Donc c'est difficile, et c'est difficile de savoir ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas. Voilà. Je crois que je vais donc m'arrêter là pour ce soir, et puis vous laisser poser les questions que vous voulez.
débat, oui. Je vois que la conclusion est plutôt pessimiste pour la science. Ah oui, oui, non, je crois qu'en ce moment... Je suis un peu surpris. Oui. Non, non, du tout. Je crois qu'on est dans une position où la science, effectivement, est très remise en cause pour beaucoup de... Elle est malmenée. Bon, ça veut dire qu'on se réveille un peu, qu'on discute, qu'on explique, et aussi qu'on prenne nos responsabilités dans certains cas, parce que il est clair que dans certaines applications, dans certains cas, les applications scientifiques peuvent poser des problèmes à la société. C'est pas parce qu'on sait faire qu'on doit faire les choses. Il y a des tas d'exemples. En biologie, vous avez eu l'exemple de la fécondation in vitro qui a été développée par Jacques Testard, biologiste, un CERN très connu, renommé, et tout en ayant été le père de cette invention, il a été aussi le premier à renoncer au développement technique qu'impliquait cette découverte. Donc, vous voyez, là, il y a la responsabilité du scientifique qui devient une responsabilité en tant qu'homme social. Est-ce que vous avez des questions, peut-être avant de démarrer? Moi, j'en ai une. J'ai quelque chose que je n'ai pas compris. Les maisons, c'est les signes, c'est les signes? Non, c'est pas ça. Les maisons, c'est oui, je ne connais rien en astrologie, je m'excuse. En ce moment même... C'est quoi les maisons? En ce moment même, là, vous êtes ici, oui. Vous avez l'horizon qui est vous avez l'ascendant qui commence à l'est, et ici vous avez le descendant, vous avez au-dessus de vous 180 degrés. Oui. Alors, il y a une représentation qui divise ces 180 degrés en 6, 6 fois 30, d'accord? Et ce qu'on appelle ça les maisons. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est lié au lieu géographique. Ah, d'accord. Voilà. Alors que le zodiaque, lui, il se balade avec une petite, avec les 26 degrés d'orientation. Vous avez une question? Oui, alors j'avais deux choses. Une petite anecdote sur la différence entre science et fausse science. J'ai un souvenir, il y a déjà très longtemps, d'une conférence à la SAF d'ailleurs, où quelqu'un avait expliqué la théorie habituelle sur l'origine de l'univers, et puis il y a quelqu'un qui avait demandé à la fin ce que vous nous avez... ce que vous nous avez dit, là, c'est pas du tout ce que j'ai lu dans tel article de telle personne. Et il y a un astronome qui dit que ça s'est pas du tout passé comme ça. Alors, le conférencier avait dit, ce que je vous ai expliqué, c'est ce que la plupart des astronomes admettent, mais il y a effectivement certaines choses qui ne sont pas résolues, et des gens qui ont d'autres théories. On pense que c'est nous qui avons raison plutôt qu'eux, mais le débat peut exister. Ça, c'était en astronomie. Et puis, quand on parle à des astrologues, par exemple, leur disant, dites donc, vous dites qu'il va se passer tel truc, et il y en a un autre qui dit exactement le contraire. Alors, la réponse, c'est une phrase magique. Vous êtes tombé sur un des trop nombreux charlatans qui déshonorent notre belle profession. Et quand j'entends cette phrase-là, maintenant que ce soit en numérologie, en n'importe quoi logie, je sais qu'il n'y a pas besoin d'écouter la suite, on sait qu'on est dans les sciences bidons. C'est un truc que je recommande. Si vous entendez cette phrase-là, voilà, le problème est réglé. Alors la question, pour revenir justement aux objections à faire aux astrologues, la science en général produit des découvertes, évolue, et par exemple, les astronomes, par leurs calculs, ont découvert, d'abord par hasard pour Uranus, et ensuite par des calculs, ont découvert Neptune et beaucoup d'autres choses. Que je sache, les astrologues n'ont jamais rien découvert par eux-mêmes, et si vraiment Uranus, Neptune et autres devaient influencer les gens, depuis le temps qu'ils étudiaient ça, ils auraient dû trouver des corrélations tous les 84 ans et tout, en disant, il y a une planète qu'on n'a pas vue parce qu'on est myope, mais un jour, vous la trouverez. Or, ça ne sert. Alors, vous avez des astrologues, effectivement, qui essayent à tout prix de faire de la recherche dite scientifique, en essayant d'abord, en essayant de s'excuser, en disant, après tout, oui, il y a des imprécisions. On ne faisait pas des prédictions il y a 3 siècles aussi précises que celles qu'on peut faire aujourd'hui, parce qu'on a introduit ces planètes supplémentaires. Bon, vous aussi, scientifiques, vous avez des phénomènes que vous ne pouviez pas anticiper. Voilà, on est dans la même situation de confrérie que vous. Voilà, ça c'est certains arguments. Et puis, il y en a d'autres que ça n'intéresse pas, ce genre de s'en moquent. Ils se disent après tout, ce qui leur importe, c'est d'avoir suffisamment de signes représentés par ces planètes, et qui
sont des marqueurs caractéristiques de l'individu. Ça leur permet de vous parler, de vous. Moi, j'ai souvenir quand même, en ayant consulté comme ça. C'est ce qui se passe. Et l'astrologue a quelques... C'est une grille de lecture, finalement. Elle commence à parler de vous à partir de cette espèce d'instantané qui est votre grille, votre horoscope au moment de votre naissance. Puis après, ça permet de commencer. Alors ensuite, vous allez corriger. Vous dites, non, toi, je ne suis pas d'accord. Oui, mais bon, puis on commence à élaborer. Et petit à petit, l'astrologue commence à vous connaître, commence à savoir de qui elle parle. Et là, évidemment, vous avez une oreille attentive, vous êtes dans l'attente croyante, même si vous faites attention, ça vous prend d'une manière très subjective. Voilà. Donc vous avez toute une école astrologique qui ne s'intéresse pas tellement, qui ne s'intéresse pas du tout au ciel. Ce n'est pas leur problème. Effectivement, ils ne font pas de découvertes, ils n'ont pas envie d'en faire. Moi, je suggère d'ailleurs que ces gens-là prennent une sorte de roulette, vous savez, comme la roulette, là, qui mettent autant de billes de couleur qu'il y a des étoiles dans le ciel. Au centre, le geste, c'est natif, c'est vous et moi. Là, on fait tourner, puis ça va se mettre dans toutes les petites billes qui représentent d'ailleurs le zodiaque. Vous mettez les 12 signes que vous voulez, et puis vous faites la même chose. Ça serait pareil, ça ne changerait pas grand-chose. Et avec le zéro Ça ne changerait pas grand-chose, hein, finalement. Et d'ailleurs, certains astrologues vous conviennent. Mais ça là, il faut vraiment les pousser à leur retranchement pour aller jusque-là, parce qu'ils ont quand même besoin de cette espèce de... Je crois que pour eux, c'est important d'imaginer quand même qu'il y a cette relation. On est connecté, vous savez, c'est le terme magique. On est connecté au cosmos. Mais vous savez, les scientifiques, il y a des scientifiques qui ont quand même un discours qui rejoint cela. Le principe anthropique dit quand même que l'homme est l'aboutissement d'un dessin, on ne prononce pas le mot dessin intelligent, mais en gros, voilà, d'où ça vient. Quel est ce lien? C'est un processus, c'est une loi cosmique naturelle qui a commencé avec le Big Bang et terminé à l'homme. Et quand on explique à ces gens-là que si on remonte 4 milliards d'années en arrière, on garde les mêmes conditions et on recommence l'histoire, qu'on n'arrive pas forcément à l'homme tel qu'il est d'aujourd'hui. Parce que ce sont des processus, ce ne sont pas des lois. Donc les processus peuvent dévier, vous savez, c'est ce que Jacques Lascar a démontré. Que même les prédictions du système solaire, à 100 millions d'années, on ne peut plus les faire. Donc si vous reprenez, vous faites 2 fois le même jeu, vous aurez 2 réalisations différentes, complètement différentes. Donc il n'y a pas de loi. La notion même de loi n'existe pas. Ce sont des processus, des lois microscopiques, peut-être locales, c'est tout. Oui, simplement, je me demande si, ayant affaire à une croyance, comme l'astrologie, est-ce que ça vaut la peine d'essayer de la combattre? Parce qu'on voit bien la faiblesse des arguments qu'on peut avoir quand on est face à une croyance. Absolument. Il y a eu par exemple des tests où on a donné à plusieurs centaines de personnes un même, sans leur dire évidemment un même thème astral, qui était censé décrire leur caractère, etc. Et la plupart de ces personnes se sont évidemment reconnues dans ce thème astral, parce qu'il était identique pour tous. Moi-même, en ayant lu ce thème astral, et étant hermétique à tout ça, on ne peut pas s'empêcher, je crois que ça fait partie de la nature humaine, de faire des corrélations, en fait. Et ces thèmes astraux sont écrits de façon tellement vague qu'effectivement, l'esprit humain tel qu'il est conçu, et même en ayant la connaissance de connaître ces processus, l'esprit humain a tendance à capter tout ce qu'il va considérer comme se rapprochant de lui, et effectivement évacuer tout le reste. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a eu, excusez-moi, je prolonge ce que vous dites. Hein. Il y a eu d'ailleurs avec une collègue qui est directeur de la chaîne sur la RTBF d'une émission qui s'appelle Matière Grise. C'est une émission en Belgique. On avait fait un sujet sur l'astrologie. Il avait, en particulier dans ce sujet-là, il avait fait une expérience en amphithéâtre où on voit l'expérience. C'est passionnant. Il y a près de 200 personnes. On distribue effectivement les mêmes thèmes à tout le monde et les gens répondent et se reconnaissent. On leur demande, on pose ce que vous reconnaissez, etc. Et donc, quand on donne les résultats, on voit la tête des gens.
on voit la tête des gens. Ça c'est filmé, bon, ça a été fait, ça a été montré. Donc je pense que ces gens-là qui vivent quand même cette expérience en déduisent quelque chose. Alors, je pense peut-être pas tous, mais certains quand même, objectivement, ils étaient très 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 surpris. Alors effectivement, on peut ensuite démontrer que la méthode scientifique, c'est une démarche bien particulière, qui fait des prédictions, que ces prédictions doivent être testées, qu'ensuite on doit revoir la théorie, elle met ces prédictions, etc. Mais ça n'a pas d'influence sur le grand public, malheureusement. Non, ça n'a pas d'influence immédiate, en tout cas, mais ça veut dire que bon, vous avez toujours des gens qui sont un petit peu à la limite, hein, qui ont besoin d'informations et qui ont besoin de savoir, et que ça réconforte, et que ça réassure, et que ça permet effectivement de construire une pensée. Et ces gens-là, quand même, ils sont nombreux. Évidemment, si vous tombez sur des gens qui sont complètement réfractaires à toute forme de pensée rationnelle et qui veulent absolument, qui ont ce besoin de croire parce qu'ils sont dans l'angoisse, ils sont dans l'incertitude, ils sont, voilà, c'est quelque chose de rassurant quand même. À la fois parce qu'on va vous dire ce que va être demain, ça peut être inquiétant, mais ça peut être aussi rassurant. Vous avez ces gens-là, vous pouvez rien faire. Et d'ailleurs, il faut dire, c'est que effectivement, l'astrologue peut être quelqu'un de malveillant, parce qu'il peut induire un comportement, et il peut induire, comme d'ailleurs certains psychologues, certains psychiatres peuvent aussi avoir ce rôle s'ils sont malhonnêtes ou ils sont mauvais professionnels. C'est la même chose. Mais c'est pire dans le cas de l'astrologie, parce que dans le cas de l'astrologie, il n'y a pas du tout de préparation, ni de savoir-faire à ce niveau-là. Donc vous avez des astrologues qui ont effectivement émis des prédictions qu'on appelle prédictions réalisantes, parce que ces prédictions se sont réalisées.